Mais je vais faire de mon mieux. On ne peut pas comprendre le rapport de l'oligarchie française avec le Mali si on ne comprend pas déjà le rapport que la France a avec ses colonies. La France est une puissance mondiale, c'est une réalité. Mais on explique très rarement pourquoi elle est une puissance mondiale. Elle est une puissance mondiale parce qu'elle a su maintenir son réservoir colonial, son enclos colonial, depuis la période des prétendues indépendances. Si vous enlevez les ressources minières, les ressources de tout ordre qui existent aujourd'hui dans le précaré colonial de l'Occident en Afrique, quand on dit le précaré colonial de l'Occident en Afrique, dont le représentant principal est la France dans la zone circonscrite de l'Afrique de la zone franc, si vous enlevez cela, la France perd beaucoup de place. C'est comme dans le classement UEFA ou le classement FIFA. Elle va perdre beaucoup de place et elle va passer peut-être du Brésil à l'Azerbaïdjan très rapidement. J'exagère en disant ça. Aujourd'hui, je reçois Kémi Séba avec qui on va parler de son engagement politique sur le continent africain. Il va nous livrer sa vision, notamment des challenges que l'on peut avoir dans les départements d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe. Il va être question aussi de parler de la situation du Mali, pays qui est en train d'être asphyxié économiquement. On va discuter ensemble de son engagement politique dans son pays, le Bénin, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Kémi Séba a créé un parti politique. Il va être question de comprendre où est-ce qu'il en est aujourd'hui dans cet engagement-là. On va aussi parler d'Afrique centrale, une zone dans laquelle aujourd'hui il semble y avoir une certaine forme d'immobilisme, que ce soit au sujet de la question de la monnaie ou même des changements au pouvoir dans les différents États. Pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, Kémi a aussi prévu une réunion publique qui se tiendra dans les prochains jours. Vous aurez tous les détails tout au long de la vidéo pour ceux d'entre vous qui veulent participer. Il va principalement être question d'engagement vis-à-vis de la diaspora pour soutenir les différents combats qui se tiennent en Afrique. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines à Abidjan, Douala et Yaoundé pour tous ceux d'entre vous qui veulent développer leur activité sur Internet et apprendre à se servir d'Internet comme d'un outil qui va leur permettre de gagner des parts de marché à l'international. Parce que comme vous le savez bien, l'une des problématiques que l'on a, c'est que l'on produit des choses que l'on a du mal à vendre parce qu'on se limite à un écosystème assez restreint. Avec Internet, il y a la possibilité de vendre au-delà de ses frontières. Malheureusement, très peu de producteurs, très peu d'entrepreneurs en Afrique savent le faire. Et pourtant, le marketing digital est un outil en or qui peut permettre aux Africains de s'affranchir des frontières et de pouvoir amener à l'international leurs produits et arrêter de laisser uniquement les multinationales pouvoir faire ce job-là. Donc, si vous êtes à Abidjan, à Douala ou à Yaoundé, que vous voulez développer une activité et que vous voulez vous servir d'Internet, les prochaines journées de formation sont clairement pour vous. On a 3 dates à ce jour-ci. Abidjan, ce sera le 5 mars, Douala, ce sera le 9 avril et Yaoundé, ce sera le 16 avril. Pour réserver vos places, il y a des numéros de téléphone qui s'affichent et en barre de description, vous avez la possibilité là aussi d'appeler pour réserver rapidement vos places. Je ne vous en dis pas plus. Bon entretien avec Kémi Séba. Prenez le temps de vous poser parce que ce qui va suivre est juste explosif et inédit. C'est parti! Bonjour Kémi. Bonjour mon frère, comment vas-tu? Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice de l'interview. C'est un plaisir, surtout que c'est une deuxième. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. On avait fait une première qui n'a pas bien fonctionné techniquement, malheureusement. Mais celle-ci, je sens qu'elle va être meilleure. Il y a beaucoup plus de matière. La précédente était très bonne dans la matière, mais aujourd'hui, je suis sûr que ça va être bon aussi. Ouais, c'est bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté lors de ton passage à Paris de revenir nous voir. Déjà, tu as une actualité dont je veux qu'on parle assez imminente qu'on a vue sur les réseaux. Tu veux réunir la diaspora, mais cette fois-ci avec un objectif un peu différent. Revenir, non, c'est toujours le même. En vrai, quand on prête l'oreille de manière attentive à mon propos, c'est toujours le même discours depuis 20 ans. Organisation communautaire en tant que telle, de 1, et contribuer par cette organisation communautaire à soutenir d'une façon ou d'une autre le processus d'autodétermination de notre population sur le continent africain et aussi dans les Caraïbes, parce que pour moi, il n'y a pas de souveraineté sans l'attachement à la liberté de la terre. Et par rapport au lien de notre terre, un lien charnel, quelque part, qui pourra nous permettre, quelque part, de revendiquer, d'appuyer encore plus ce processus d'autodétermination de nos populations. On ne peut pas parler d'autodétermination s'il n'y a pas une terre sur laquelle l'on foule et que l'on contrôle, que l'on maîtrise. Mais pourquoi les Caraïbes? Est-ce que c'est le même combat que l'Afrique? Je vais t'expliquer très précisément. Il y a eu une erreur, je pense, pendant de très nombreuses années qui a été de dire aux frères et sœurs des Caraïbes, rentrez en Afrique, back to Africa, etc. Alors que nos aïeux là-bas ont travaillé pendant 4 siècles les terres, d'accord? Et si ces terres sont prospères, c'est parce qu'il y a du sang qui a été versé de l'autre côté. Ils sont tout à fait en droit d'exiger ce processus de souveraineté
de ces nations-là, qui sont des entités colonisées, ils vivent sous processus colonial. Il faut voir la manière dont ils sont traités aujourd'hui quand on parle de la question du pass sanitaire, quand on parle de la question de la gestion, je dis du Covid, j'aime pas dire la Covid, on aime bien toujours féminiser les maladies, et les médicaments, c'est toujours le masculiniser. Donc le Covid en tant que tel, il y a un certain nombre de choses qui font que ce processus colonial, on est tout le temps, on est très souvent là-bas, on est attaché avec beaucoup de militants souverainistes et indépendantistes, il y a un processus colonial qui est présent, et je ne peux pas mener un combat contre le colonialisme sous toutes ses formes, et fermer les yeux sur ce qui se passe là-bas. Et je pense que soutenir nos populations là-bas par rapport aux conditions délétères dans lesquelles ils sont installés, c'est du domaine de tous ceux qui sont attachés à ce processus de souveraineté, surtout quand on a dédié sa vie à se battre pour nos semblables, de manière générale. D'accord, mais comment tu réagis au fait qu'à chaque fois, quasiment, qu'il y a eu des référendums pour demander à ces colonies, anciennes colonies entre guillemets, si elles voulaient s'autodéterminer, on a eu le sentiment que la plupart du temps, les mêmes populations qui se plaignent... Je vais te répondre très simplement, et c'est une qualité et un défaut que j'ai à la fois, c'est que je devine les questions dans les premiers mots qui sont énoncés. Et ça depuis tout petit, c'est un avantage, et parfois un inconvénient. Écoute, tu sais, il y a toute une propagande qui est faite, ouais. Et ça depuis l'esclavage et depuis la colonisation, pour terroriser toute personne qui veut s'affranchir du système d'oppression en disant « si tu quittes la plantation, il va t'arriver ça. Tu vas finir comme cet esclave rebelle qui a tout fait pour se libérer. Tu vas finir comme cette entité qui a tout fait pour quitter cette plantation. Tu vas finir comme Haïti. Tu vas être un pays complètement dévasté. Ou tu vas finir aujourd'hui, nouvel exemple, comme le Mali, qui est un pays qui est complètement asphyxié économiquement, etc. » C'est ça le chemin que l'on propage avec une puissance inouïe dans ce que l'on appelle ces régions qui sont en réalité des pays. Et moi, j'ai été un nombre incalculable de fois à Haïti. Je suis attaché intellectuellement, sentimentalement, métaphysiquement à la réalité haïtienne. C'est l'histoire de notre peuple dans sa gravité, dans sa profondeur, dans son intensité, avec ses complexités, parce que tout n'est pas parfait d'un côté et mauvais de l'autre. On dit toujours qu'une civilisation est détruite par l'extérieur, que si elle est rongée de l'intérieur, et qu'il est trop facile d'accuser toujours l'autre. Il faut qu'on soit capable de faire aussi notre propre cas de conscience, notre propre introspection, quelque part. Et ce qui se passe notamment, il y a un nom qui me revient très rapidement, la Martinique, la propagande est extrêmement puissante pour décourager toute personne à songer à une quelconque indépendance. De telle sorte que même le mot indépendance parmi les indépendantistes, et je vous le dis parce que ça fait partie des stratégies et des réflexions qu'on a quand je parle avec les différents partis sur place qui me demandent notre expertise par rapport au combat qu'on mène sur le continent africain ou ailleurs. Et on en vient même maintenant à préférer le terme souverainiste, qui fait moins peur, parce que c'est un terme qui, quelque part, est rattaché et quelque part corollaire du processus d'indépendance, mais dans sa sonorité, ne renvoie pas à la même thématique. Parce que quand on vous programme pendant des siècles à vous dire si vous êtes indépendant, vous allez mourir. Si vous êtes indépendant, vous allez être détruit. Eh bien, les gens, quand il y a le référendum, même ceux qui voudraient plus de liberté, vont venir et dire bon, ouais, indépendance, ok, mais pas trop. Et c'est quelque chose qui, à la fois, à une certaine époque, quand j'étais plus jeune, me faisait pleurer, au sens propre du terme, parce que dès qu'on parle de la communauté, je suis très sensible. Notre population, je suis très sensible. Et en vieillissant, j'ai compris que tout processus psychologique visant à t'enfermer dans une certaine logique, tu peux effectuer ce processus psychologique contraire pour déprogrammer l'entité qui a reçu ce programme-là justement d'asservissement. Et c'est pour ça que l'un de mes films préférés, notamment, c'est le film favori de notre ONG. Enfin, là, je fais le dictateur, parce que c'est pas vrai. Il y en a qui sont dans les bêtises des films d'horreur. Je ne sais pas de nom. C'est le film Inception. Moi, qui est le film qui me... Implanter une idée dans la tête de quelqu'un. Voilà, c'est l'ingénierie sociale. Et c'est ce qu'on fait tout le temps. C'est quand j'ai commencé, qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à avoir une grosse audience dans, entre guillemets, le monde noir francophone? C'est quand j'ai commencé à travailler à la télévision en Afrique, sur l'une des plus grosses chaînes d'Afrique francophone, qui est la 2STV, où je suis venu avec une nouvelle forme de chronique politique, où moi, mon schéma, c'était pas de rentrer dans le showbiz. La télé au pays, c'est le showbiz exagéré. Moi, je suis rentré dans la télévision de manière très froide. C'était déposer une idée panafricaniste, souverainiste dans la tête des gens. Donc au milieu d'une émission généraliste où on recevait tous les people, les ministres, l'intelligentsia, tout ce que tu veux, moi je venais avec mon agenda précis. Il fallait qu'à chaque émission, je dépose une idée dans la tête des gens. J'ai fait ça un certain nombre d'années. Je suis aujourd'hui encore à Vox Africa, même si j'ai pris une petite vacance. Je vois d'ailleurs le responsable bientôt, à cause de nos activités politiques. Et ça a pris un degré qui m'a dépassé. Je pensais qu'on
Ça marchait un petit peu, mais c'est en commençant à voyager et en voyant tous les pays où j'allais, comment on était accueillis, les gens dans les rues, oui, on te suit, oui, ce que tu as dit sur ceci, même des chroniques parfois que j'oublie, que j'ai oublié, que j'ai réalisé que, ok, s'il y a une programmation contre nous, il peut y avoir aussi des programmations pour nous. Et moi, je fais partie de ceux qui disent que le problème n'est pas l'autre. La loi de la jungle, la loi de la nature, elle est comme ça, c'est le plus puissant qui s'en sort. Tant qu'on reste dans cette posture victimaire qui consiste à dire que c'est parce que l'autre est trop fort qu'on ne s'en sort pas, on est vaincu d'avance. Bon, il n'y a personne sur Terre qui est plus fort. Quand je dis ça, ce n'est pas de l'arrogance. À part Dieu, je ne connais personne qui soit plus fort que moi tant que je prends mes responsabilités. Voilà. C'est dans cette réalité-là que je me situe. Et quand on multiplie cette logique-là à l'ensemble de tout un peuple, on devient très solide. Et donc c'est le message qu'il faut être capable de propager chez nos sœurs, chez nos frères, et du continent ou de la diaspora, et de leur faire comprendre que l'enfer, c'est pas l'autre, l'enfer il est en nous, et l'enfer on peut le transformer en paradis dès lors qu'on change notre état d'esprit. Alors là tu viens pour parler à la diaspora. Oui, tout à fait. Pourquoi le besoin de parler à la diaspora? Je viens pour parler à la diaspora aussi de ce qui se passe sur le continent. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et tu veux qu'elle s'engage, peut-être un peu plus. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui qu'elle comprend les enjeux, qu'elle agit comme il faut? Sinon, qu'est-ce que tu penses qu'elle devrait faire? Alors, déjà, quand tu as dit pour parler à toute la diaspora tout à l'heure, j'ai failli nuancer en disant une chose. Si je voulais parler à toute la diaspora, on aurait fait un meeting porte ouverte, où, comme auparavant, dans un meeting que j'ai fait, je crois qu'on a réuni 2500 personnes. Et je sais que si on laisse aujourd'hui meeting porte ouverte, on aura un nombre très important de gens. L'ONG a décidé qu'il fallait qu'on fasse payer, chose que je n'ai jamais fait, parce que j'ai une logique un peu anticapitaliste qui fait que je suis gêné à chaque fois que je payais les gens. Même pour les livres, si ça tenait qu'à moi, je les distribuerais gratuits sur les réseaux. Parce que je ne cours pas. J'ai une logique par rapport à l'argent, peut-être qu'on en parlera, mais qui est très distante de beaucoup de points, peut-être même de toi, ce qui ne m'empêche pas d'avoir une réelle fraternité avec toi. Parce que je pense qu'on peut composer malgré nos différences et nos divergences, voir ce qui nous réunit plutôt que ce qui nous oppose. Mais comme il y a eu du lobbying intérieur dans l'ONG qui a dit non mais à un moment donné il faut, avec l'audience que tu as, il faut aussi, et par rapport à l'ONG, par rapport à des frais divers et variés, dans la diaspora, parce qu'on a notre fonctionnement économique sur le continent qui marche objectivement très bien, et on a maintenant dans la diaspora une antenne que l'on veut ouvrir, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens aussi qui nous suivent en Europe, d'accord, parmi nos frères et sœurs, et qui se sentent impuissants, ils nous voient toutes les 2 semaines on est en déplacement dans le monde, en Afrique ou ailleurs. Ils nous suivent comme un feuilleton sur les réseaux sociaux, mais ils veulent aussi participer. Et donc, on s'est dit qu'il était important qu'on fasse un meeting où les gens, cette fois-ci, pour une fois, pour contribuer aux frais de salle, pour contribuer à un certain nombre de choses, payent l'entrée, ce qui a provoqué un long débat. Et puis après, on s'est dit, bon, on ne parlera pas à toute la communauté, parce que toute la communauté est prête à mettre 15 € peut-être au cinéma ou ailleurs, pas forcément pour un meeting politique, mais c'est aussi du processus de l'éducation. Comprendre qu'il faut que chacun soit mis à contribution pour qu'on puisse construire quelque chose collectivement. Ça fait aussi partie du processus d'éducation. Cette diaspora, on veut parler aux plus déterminés parce qu'il y en a un certain nombre qui nous écrivent régulièrement pour, de là où ils sont, contribuer à aider le continent. Moi, je commence à être fatigué, je vous le dis comme je le pense, je ne cite pas de nom, mais là, par exemple, durant les quelques jours où je suis là, je suis le soir un peu Cyril Hanouna. Chaque fois qu'il y a un problème dans la communauté, j'ai fini par croire que Cyril Hanouna était Camerounais ou Béninois, c'est-à-dire que c'est lui qu'on va voir en priorité pour parler de nos problèmes. C'est lui qu'on va voir en réalité pour parler, parce qu'une communauté qui est complètement déstructurée ne sait pas à quel sein se vouer. Il y a des communautés que j'entends jamais aller se plaindre de cette façon à la télé. Jamais. Sans généraliser, ça change un petit peu avec certains qui sont un petit peu aliénés, mais la communauté chinoise, par exemple, avec ses problèmes de A à Z, vous me direz, c'est pas la même histoire. Une langue, une philosophie, une religion, une spiritualité, une conception civilisationnelle du monde. Tout à fait, c'est vrai. Les communautés maghrébines, une langue commune, une religion commune, des origines plus ou moins diverses mais homogènes, etc. Nous, c'est la salade niçoise. Il y a de tout chez nous, c'est vrai. Et en même temps, quoi qu'on en dise, quand on étudie un petit peu l'histoire, on se rend compte que le tout qu'on voit chez nous n'est pas tant divers que ça, mais est relié à un foyer homogène, profondément. Et c'est moi l'homogénéité que je cherche, et c'est quelque part à rappeler, à construire dans tous les domaines d'activité, que ce soit intellectuel, que ce soit politique et autres. Et la construction d'un lobby, ça fait 20 ans que je mène ce combat politique, j'ai commencé 10 ans d'abord dans la diaspora, on m'a connu, de manière très diabolisée ici. Puis 10 ans après sur le continent africain, j'ai une vision bicéphale du combat politique et de la construction de notre population. Et je peux dire que
on ne fera rien tant qu'on voudra se construire chez les autres plutôt que se construire nous autres. Et ça part par la structuration d'un lobby réel qui doit grandir petit à petit pour avoir une influence réelle sur les décisions et le lobby politique, économique, qui devra avoir un poids réel dans les décisions des zones où ils sont installés. Qu'est-ce que tu penses donc, en France, pour le coup, puisque c'est ici que tu vas faire ta conférence pour la diaspora? Je ne vais pas tout spoiler, hein, bien sûr, mais oui, mais fondamentalement... puisque tu as invité pour venir parler, pour venir écouter. Mais dis-nous, Kémy, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Tu penses qu'il faut quoi? Un lobby? Il faut quoi? Avoir un média? Non, moi déjà de cette histoire de... faut avoir... Tu sais, j'étais très mal à l'aise quand je voyais... il faut cotiser de l'argent pour envoyer au pays? La sublime sœur... les sublimes sœurs Aïssa Maïga, Sonia Roland, etc., pleurer c'était quoi la cérémonie? J'oublie tellement les noms, les Césars. Les Césars, ouais. Enfin, pas pleurer, mais parler en se plaignant de ne pas avoir assez de place dans le cinéma. La visibilité, oui. La visibilité. Je suis très mal à l'aise quand on se plaint toujours du manque de visibilité chez les autres. On est à un monde aujourd'hui où c'est Internet qui donne l'heure. J'en suis le plus grand exemple. C'est par pudeur que je ne vous dirai pas, parfois le nombre de structures ou le nombre d'organismes qui sont censés même être du camp ennemi, qui, voyant l'influence que j'ai aujourd'hui, frappent à notre porte pour voir est-ce qu'on ne peut pas faire un partenariat, un documentaire, ceci, cela, alors que quand on voit leur financement et la genèse de ces structures-là, je ne sais même pas comment ils ont pu penser une seconde que je vais accepter. Mais mon staff peut vous le dire, parce qu'ils voient quoi? Ils voient 1 million de personnes quasiment sur Facebook qui me suivent, ils voient plusieurs centaines de milliers de personnes sur Instagram, etc. Ils se disent, le gars là, alors qu'ils savent. Il y a quelque chose à faire. Ouais. Et c'est cette logique marchande qui, à un moment donné, fait en sorte que certains qui ont des principes finissent par s'oublier complètement parce que c'est la religion du profit pour le profit. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, celui qui veut se faire entendre, il se fait entendre. Internet est la plus grande possibilité pour quiconque de se faire entendre, de s'organiser et de matérialiser son destin. Okay. Je le crois profondément. Donc la logique des médias, moi, tu fais pas de place. Moi, j'étais en France, on m'a diabolisé. Excuse-moi pour le moi-je. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas comme ça, mais je l'utilise juste en guise d'exemple. On m'a diabolisé hystériquement en France en me faisant passer pour un nazi noir. J'étais interdit de passer dans tous les médias. On a créé une peur même chez mes semblables, peut-être que tu étais dedans. non. C'est vrai que l'image est sombre. Non, mais regarde où on est aujourd'hui. Donc moi, j'ai beaucoup de recul sur toute chose et puis... je dis toujours une phrase, ils finiront par comprendre, parce que je pense qu'on est tous amenés à se comprendre tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre. J'étais blacklisté de partout, frère. Je ne sais même pas si tu peux imaginer ce que c'était. Aujourd'hui, frère, quand on fait des lives, les gros médias français, là, très souvent, ils n'ont pas la portée qu'on a dans les lives. Ils n'ont pas la portée qu'on a quand il s'agit de toucher les gens. Ouais. Et beaucoup de partis politiques d'ici n'ont pas notre capacité à réunir ce qu'on réunit nous aujourd'hui en Afrique francophone, ou même aux Caraïbes. Donc j'ai beaucoup de recul sur la notion de est-ce qu'on peut avoir une place chez vous? Je te fais une autre confidence. Quand j'ai commencé, j'avais 21 ans, 22 ans, j'étais porte-parole d'une petite structure qui s'appelait le Parti Kémite. On nous a entendu à une manifestation parler, c'était la mort d'un petit Gambien qui était mort, s'était fait tuer ici en 2004. Et il y avait les écologistes, les Verts, qui à chaque fois qu'il y a des manifestations d'Africains, d'immigrés en France, ils pointent le bout de leur nez, ils m'ont entendu parler, et ils sont venus, ils m'ont proposé de rejoindre la section jeunesse du parti Les Verts. À l'époque, c'était Les Verts. Tous ceux qui étaient autour de moi, pas eux, c'était juste avant qu'on se connaisse. Donc ils sont sauvés. Quand il dit eux, c'est parce qu'en fait, il y a le staff de Kémy qui est avec lui, mon staff qui est ici, voilà. Staff. Toujours avec son staff, d'ailleurs, j'ai remarqué. Une partie du staff, mais un jour, tu auras l'occasion de les voir tous. Et... tous étaient, mais Kémy, comment tu peux refuser tu te rends compte, les Verts, on te propose même un poste de responsable. Et je les ai tous regardés comme ça, et je dis, mais le problème, il ne vient pas des autres, il vient de nous. C'est-à-dire qu'on a tellement besoin, cette soif de représentativité, d'existence dans le monde des autres, que dès qu'ils te montrent une petite place, tu es là en train de t'agiter. Or moi, c'est peut-être ma formation idéologique, politique, j'étais formé dans une structure sur laquelle tout peut être dit, peu importe, mais c'est grâce à celle-ci en partie que je suis là où je suis. À la Nation of Islam, je commençais à Los Angeles, j'ai fini après ici, après relié avec le Canada, etc. Bref, ça m'a permis de voir le monde d'une façon. Ne mendie jamais une place dans le monde des autres. Construis-toi ton propre monde. Tout à fait. Tu vois. Et on peut critiquer toutes sortes de choses sur ces structures. Rien n'est parfait dans le monde. Mais une chose est certaine, ce logiciel-là m'a permis de ne jamais vouloir m'intégrer à un monde autre que le mien. Je ne peux pas avoir vécu la négrophobie la plus violente que j'ai vécue dans les petits patelins. J'espère que là j'ai touché le micro, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Dans les petits patelins de province avant d'arriver en banlieue parisienne à 15 ans, 14 ans.
je ne peux pas avoir vécu ce que j'ai vécu, avoir étudié l'histoire de notre peuple, connaître la situation de comment nos frères ont été traités dans le monde, nos sœurs sont traitées dans le monde, et après arriver à me dire que je veux une place dans leur monde. Nos parents se sont battus pour les indépendances. Tu viens d'un pays qui s'appelle le Cameroun, où les gens ont sacrifié toute leur vie pour l'indépendance du Cameroun, et on est là, on veut une place dans le pays des autres. Ou, même si ce n'est pas dans le pays, mais dans le système des autres. Parce que tu peux très bien être dans le pays d'un autre, mais construire ton propre système. Les Chinois en savent quelque chose. Tu comprends? Et une diaspora a toujours un rôle sociologique et historique dans la portée d'une nation. Donc le problème n'est pas tant l'endroit où tu es, mais ce que tu y fais. Si tu veux t'inscrire dans la baraque des autres, je reprends une phrase de Luther King avant sa mort qui disait au grand acteur Harry Belafonte, « Mon cher frère, j'ai l'impression que pendant des années, j'ai promu l'intégration dans cette maison. Mais je réalise que j'ai prôné l'intégration de mon peuple à une maison qui était en feu. » Ça, c'est Harry Belafonte qui l'a confié par la suite au ministre Louis Farrakhan, le leader de la Nation of Islam, qui a rendu ça public il y a 20 ans de cela maintenant. Donc Luther King lui-même qui s'est battu pour l'intégration s'est rendu compte que prôner l'intégration de notre peuple dans un Occident dont les valeurs intrinsèques sont contraires en tout en réalité, et dont le monde s'est constitué sur le pillage, sur le meurtre, sur la prédation des nôtres, ça ne veut pas dire que tous les blancs sont mauvais et que tous les noirs sont gentils, sinon il n'y aurait pas d'Hassan Dramane Ouattara et il n'y aurait pas de l'autre côté des... Je ne veux pas que tu aies des problèmes de visa en Côte d'Ivoire, donc tranquille si tu veux, tu coupes tout ça, mais les choses sont complexes, c'est pas binaire, c'est pas le noir, le blanc, le noir c'est le bon, le blanc c'est le méchant. On vieillit, on analyse, le mal est partout, le bien est partout, mais j'avoue parfois il y a quand même des proportions. Voilà. D'accord. Donc du coup, c'est l'événement, c'est le samedi 19 février, à quelques mètres de l'endroit où j'avais été mis en prison en 2014, ma deuxième peine, toujours pour mon combat politique. Hein. Moi, je précise que c'est pas pour avoir volé des pommes ou pour des incidences bizarres. Ouais, j'avais été incarcéré dans ma deuxième peine en 2014 à Fleury-Mérogis, et c'est à quelques minutes de cette prison, le hasard de l'histoire. Symboliquement, oui. Okay. Ouais, en prison hier et en conférence aujourd'hui. Je viens ici, au milieu de notre programme, notre agenda, pour parler à notre communauté de la nécessité de se structurer, de s'organiser, d'avoir une compréhension géopolitique du réel, parce qu'il y a quelque chose qui manque beaucoup à notre communauté, c'est que l'Occident est toujours dans une dynamique de prévoir, là où notre peuple se contente uniquement de voir. Tant qu'on ne sera pas dans une démarche d'analyse prospectiviste qui consiste toujours à analyser à l'avant, j'en parle souvent avec les miens, il faut prévoir. Parce que si on est juste dans une logique de voir, on est vaincu d'avance. Des gens qui passent leur temps à prévoir les choses sur 20 ans, 30 ans, auront toujours plus d'avance que vous, qui vous contentez de penser à la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc, et l'effet papillon, c'est un petit peu en sciences politiques la dynamique qui consiste à se dire que ce qui se passe loin, si tu n'y prêtes pas attention, ça va arriver au seuil de ta porte et tu seras le seul responsable de ne pas t'y être préparé. Le Covid, je dis bien le Covid, aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, on disait la grippe chinoise. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Tout le monde s'est moqué de la grippe chinoise. Ah ouais, les Chinois, ils ont leur grippe, elle est chelou, ils sont KO, on rigolait. Je me souviens moi-même, autocritique, comme je l'aime bien ne pas m'extraire des critiques que je fais, lors d'un meeting, je crois que c'était aux Antilles, j'avais parlé de la grippe chinoise. Manque de préparation et d'analyse prospective. Parce que la Chine étant l'un des pays les plus peuplés de la planète, l'un des pays, si ce n'est en réalité le pays le plus puissant du monde, on dit les États-Unis, mais bon, c'est parce qu'on est dans un certain paradigme. Les Chinois voyagent partout, frère. Partout. Et il était évident, et beaucoup de gens voyagent en Chine, il était évident que ce qui arrivait là-bas, ça allait venir partout dans le monde. Mais on n'a pas cogité dessus, on a été très arrogant. Refus d'analyser l'effet papillon. Autre exemple, le djihadisme. Quand on parle du terrorisme, nous, chez certains Africains, les Africains d'Afrique de l'Ouest, comme il y a une consonance un peu musulmane, ils prêtent plus attention à certains trucs. L'Afrique beaucoup plus, parfois chrétienne, entre guillemets, et c'est pas une critique, hein, parce que c'est une analyse globale. Quand on parle, par exemple, du Moyen-Orient, on se dit ouais, c'est l'histoire des Arabes, tu vois, souvent. Mais le problème, c'est que le terrorisme qui se passe au Moyen-Orient, il y a qu'une petite mer qui nous sépare, frère. Ouais. Et il y a eu la destruction de la Libye. Quand c'était Kadhafi, ouais, c'est un Arabe, on s'en fout. C'est ce que certains Africains disaient. On était très peu à l'époque à dire détrompez-vous. Si vous ne prêtez pas attention à ce qui se passe en Libye, ce qui s'est passé au Moyen-Orient et qui arrive en Libye va descendre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dans des pays où on n'imaginait même pas que le terrorisme puisse venir, un terrorisme instrumentalisé par des multinationales occidentales, disons-le aussi, parce que ça permet d'autoriser légalement l'arrivée d'armées étrangères
qui viennent toujours là où il y a les ressources, et donc ils sécurisent l'accès aux ressources, et en même temps ils font les justiciers, alors qu'en réalité ce sont les pompiers pyromanes. Bref, anyway, dans cette situation-là, le fait qu'on n'ait pas analysé en amont les choses, c'est ce qui nous a perdus. Cheikh Anta Diop disait que l'histoire, celui qui ne s'arme pas d'histoire ne pourra pas affronter demain. Moi je dis au XXIe siècle, que celui qui n'analyse pas la géopolitique, la géostratégie avec profondeur, sera vaincu demain, sera vaincu aujourd'hui, parce que si tu ne t'occupes pas du monde, c'est le monde qui s'occupera de toi. Donc, du coup là, tu me permets de faire une transition qui va nous permettre de pouvoir parler justement de l'actualité sur le continent africain. On a beaucoup de désinformations qui circulent dans les médias mainstream qui, bien évidemment, ne disent pas ce qui se passe, ça on le sait déjà, donc c'est pas forcément à ces sources qu'il faut s'abreuver. Toi, on t'a vu à plusieurs reprises dans plusieurs pays africains avec plusieurs de ces leaders, donc tu vas nous apporter une information certainement différente de celle qu'on a l'habitude d'entendre sur certains médias mainstream. Et je voulais qu'on parle justement tour à tour des principaux foyers de tension et d'attention. Le Mali, en tête, le Burkina, la Guinée, sans oublier le Tchad, le Bénin, ton pays dans lequel tu vis, et peut-être pourquoi pas le Niger, si tu as des prophéties à faire sur le Niger. Tu veux me mettre dans la sauce. Mais plus sérieusement, le Mali, qu'est-ce qui se passe au Mali quand on sait qu'on nous a dit pendant longtemps que la France intervenait au Mali pour sauver les Maliens du terrorisme et qu'aujourd'hui, malgré une situation qui se tend complètement, la France ne veut pas partir alors qu'on lui a quasiment montré la porte. Il serait difficile de dire en 5 minutes, de résumer la situation malienne, mais je vais faire de mon mieux. On ne peut pas comprendre le rapport de l'oligarchie française avec le Mali si on ne comprend pas déjà le rapport que la France a avec ses colonies. La France est une puissance mondiale, c'est une réalité, mais on explique très rarement pourquoi elle est une puissance mondiale. Elle est une puissance mondiale parce qu'elle a su maintenir son réservoir colonial, son enclos colonial, depuis la période des prétendues indépendances. Si vous enlevez les ressources minières, les ressources de tout ordre qui existent aujourd'hui dans le précaré colonial de l'Occident en Afrique, quand on dit le précaré colonial de l'Occident en Afrique, dont le représentant principal est la France dans la zone circonscrite de l'Afrique de la zone franc, si vous enlevez cela, la France perd beaucoup de place. C'est comme dans le classement UEFA ou le classement FIFA. Elle va perdre beaucoup de place et elle va passer peut-être du Brésil à l'Azerbaïdjan très rapidement. J'exagère en disant ça, mais c'est juste pour vous dire que... Un peu, mais en même temps pas tant que ça, parce que qu'est-ce que la France produit concrètement en France intramuros? La technologie. Est-ce que la technologie suffit sans ressources, sans matériaux? Non, on va les acheter ailleurs. Ah, d'accord, ok. Mais c'est ça qui fait la différence, sinon la France n'accrocherait pas de cette façon. Je pense qu'on est d'accord dessus. La technologie ne fait pas tout si tu n'as pas les matériaux pour justement que cette technologie puisse être matérialisée. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? L'électricité, par exemple, l'uranium et tout ce qui s'ensuit du Niger, l'or de tel endroit, etc. La France a besoin de ça, de l'Afrique jusqu'aux Caraïbes. Je circonscris cela maintenant à la réalité africaine. Le Mali est un pays qu'on nous a toujours présenté comme pauvre. Ce qu'on nous présente en France du Mali, c'est les foyers Sonacotra, c'est la pauvreté des Maliens, c'est les Maliens dans les foyers, etc., etc. Mais le Mali est un pays extrêmement riche. On a tendance à l'oublier. C'est un pays qui n'est pas pauvre, c'est un pays qui est appauvri par un processus qui est lié à la fois par les institutions internationales, le FMI, la Banque mondiale, qui est lié aussi au processus justement de la zone franc, d'accord, où tout est quadrillé de telle sorte que les interactions commerciales entre les différents pays d'Afrique de la zone franc soient d'une extrême pauvreté, alors que les interactions entre nos pays, et encore quand on dit interaction c'est plus unilatéral, entre nos pays et la puissance soi-disant coloniale anciennement, mais qui l'est toujours aujourd'hui, en l'occurrence la France, soient des plus présents. Et dans ce cadre-là, il y a une déstructuration d'un pays qui est limitrophe, ou en tout cas qui est très proche du Mali, qui s'appelle la Libye, d'accord, et des entités qui ont été payées, des mercenaires qui ont été payés pour déstructurer cette zone-là, sont arrivés du côté du Mali. Tu comprends? Oui. Et par rapport à cette réalité-là, la France est venue jouer à la logique du shérif, du pompier, en disant « nous, on propose de vous aider ». Mais généralement, quelqu'un qui est pompier, ce n'est pas quelqu'un qui allume le feu en même temps. Et cette logique du pompier pyromane, c'est parce que la France a besoin de sécuriser l'accès aux ressources. Ce que je te dis là, ce n'est pas le petit cerveau du petit Kémy Séba qui l'a inventé. C'est même des chaînes de télévision qui sont outrées de ce qui se passe comme Arte, qui arrivent aujourd'hui à te faire des documentaires où ils te disent ça explicitement. C'est quelque chose qui est connu du monde entier, que Choguel Maïga, le Premier ministre malien,
lui-même reconnaîtra. Et il le dit allègrement ces derniers temps, beaucoup dans les médias, même si à une certaine époque, il était du côté d'Ibeka. Donc la vie politique est aussi complexe. Et Ibeka, qui aime paix à son âme, comme il est mort, je vais maintenir le cran de sûreté, mais Ibeka, qui aimait plus la France que la France s'aime elle-même, qui était l'un des meilleurs amis au sens propre du terme, au sens charnel du terme même de François Hollande, tout son logiciel idéologique, c'était la France. Et donc, quand la France a besoin de ses ressources et qu'il présente ce schéma en disant « il y a les terroristes, c'est mieux que vous fassiez appel à nous ». Nous, on ne va pas dire « on veut venir », c'est vous qui devez faire appel à nous. Mais dans les accords de coopération qui sont cités, Ibeka sait que de toute façon, il n'a pas de marge de manœuvre, c'est ce qu'il doit faire. Et comme il aime la France, il n'avait pas le couteau sous la gorge non plus, ils s'y sont lancés. Et la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui au Mali, c'est la situation d'un peuple. Nous, ça fait 10 ans, ça fait des années que le Mali, on est dans ces interactions, avant même que mon ONG soit créée. Et quand l'ONG a été créée, on a accentué le travail de terrain. Les responsables aujourd'hui de la révolution malienne vous diront allègrement que, notamment le député Adama Ben Diarra ou ma sœur, l'une de nos plus grandes sympathisantes, la ministre de la Famille du gouvernement actuel du Mali, Founé Camara, ils vous diront tous que l'ONG Urgence panafricaniste a fait un travail considérable d'éducation métapolitique au Mali. La logique de la lutte contre le néocolonialisme, la logique de l'étude de la spoliation des ressources, la logique du manque de souveraineté qui est accrue et qui est insérée depuis des années et des années dans cette réalité du Mali, ils vous diront qu'on a une très grosse responsabilité dedans. Et je ne veux pas trop parler parce que j'ai pas envie de nous arroger trop de mérite, mais les vrais savent. Et nous, ce que l'on sait du basculement qu'il y a eu, c'est qu'une population endormie, chaque peuple qui est endormi, il arrive toujours un moment où le réveil pointe son bout du nez. Et on ne peut pas être ad vitam aeternam, aveugle par rapport à un pillage qui se fait sous vos yeux. Il arrive un moment où le réveil se fait. Ils vous ont dit qu'ils sont venus lutter contre le terrorisme. Le terrorisme n'a absolument pas diminué. On a l'impression que limite, ils ont planté leur tente, ils ont planté leur habitat, ils sont très bien là où ils sont, souvent dans des endroits où les mines d'or et autres sont très présentes. Et la population a fini par se dire, mais le terrorisme ne baisse pas, l'insécurité ne baisse pas, mais vous êtes toujours là, à côté de là où on a les quelques ressources connues, parce qu'il y en a beaucoup d'autres encore dans nos pays. Et la population a commencé à se rebeller. Il n'y a pas le seul facteur de la coordination entre la société civile malienne, des forces panafricanistes comme la nôtre, etc. Il y a aussi une guerre d'influence qui se fait, ne nous trompons pas, personne n'est naïf, entre la Russie et la France. Celui qui te dit le contraire serait complètement malhonnête. Je ne crois pas à cela. Il y a une guerre qui est réelle et chacun, pour des raisons qui lui sont propres, a mis son grain de sel dans ce schéma pour arriver à ce processus-là, où il y a eu une convergence des intérêts et des forces entre une société civile panafricaniste, où on a diffusé avec d'autres un panafricanisme profond. Et je salue vraiment mon petit frère Ben Le Cerveau, Adama Ben Diarra, je salue profondément le responsable de l'urgence panafricaniste Mali, Bassaro Silla, qui est l'un des porte-parole du mouvement patriotique malien Yirewolo, qui est le mouvement le plus influent au Mali aujourd'hui, Founé Camara, Amina Fofana et tant d'autres. Et je répète que ceux-là dans la société civile, alliés à des militaires patriotes qui ressentent le panafricanisme en eux, mais ne savaient pas comment l'exprimer depuis des années, quand ils ont vu que la force était dans la rue et qu'il y avait une ouverture pour qu'ils prennent le pouvoir, ils l'ont pris, mais ils ne l'ont pas pris de manière autonome, ils l'ont pris en étant reliés à la population. Et c'est pour ça que quand il y a les sanctions de la CEDEAO qui se fait la courroie de transmission de l'Occident, le peuple sort dans la rue parce que ce n'est pas que des militaires qui se sont levés. Les militaires sont le dernier maillon d'une chaîne qui est très longue et qui va du plus prolétaire malien jusqu'au militaire en haut. Et c'est pour ça, c'est ce qui fait qu'Assimi Goïta, qui n'est pas le messie du Mali, mais qui est une réponse du peuple malien, du bas peuple malien qui a été asphyxié pendant trop longtemps. Dans nos pays, c'est souvent une hyperclasse africaine, une bourgeoisie africaine, d'accord, complètement déconnectée. Il faut le dire, cette société des privilèges, complètement déconnectée du bas peuple africain, qui ne sait même pas le salaire moyen de sa population, qui ne sait même pas dans quelles conditions les nôtres vivent dans des cabanons, d'accord. C'est cette élite-là qui prend le pouvoir. Et on ne peut pas diriger un pays si on n'est pas relié à la souffrance de nos administrés. Et c'était le problème d'Ibeka, c'est le problème dans d'autres pays, c'est le problème d'Alpha Condé, c'est le problème de Roch Marc Kaboré.
Tous ces gens-là c'est l'hyperclasse africaine, une élite comprador dont parlait Thomas Sankara. Qu'on soit clair, mon but n'est pas de culpabiliser les riches. Tu veux être riche, tu as le droit d'être riche, c'est pas le problème. Mais n'oublie jamais une chose, c'est que si j'avais vu un jour un dessin où il y avait 6 singes. Il y avait 6 singes pour 6 bananes. Sur les 6 singes pour 6 bananes, il y avait un singe qui avait 5 bananes et les 5 autres singes devaient se partager une banane. Quand on voit ça avec les singes, on dit mais le singe là qui prend toutes les bananes, il est malade. Et les autres qui se partagent une banane, ils sont complètement malades aussi. Mais quand on adapte ce raisonnement à l'échelle des humains, on dit « Oh, lui, c'est un grand businessman. Oh, lui, c'est un grand riche. Oh, lui, c'est génial ce qu'il fait. » Non, c'est pas génial ce qu'il fait. L'accaparement des richesses, alors qu'on peut réduire les... Et c'est ce que je dis n'est pas de l'idéalisme béat ou stupide. C'est que tu ne peux pas te plaindre de l'impérialisme extérieur si tu n'es pas capable déjà de juguler, de réguler l'impérialisme intérieur. Et il faut qu'on réfléchisse profondément à ça. Ce discours-là n'est pas le discours d'un marxiste avec la barbe qui traîne par terre. C'est pas ça. La barbe est plus soigneuse quand même, soignée. Mais plus sérieusement, c'est juste le regard de quelqu'un qui a passé sa vie à voyager partout dans le monde noir. Et il y a les problèmes que je vois dans le monde noir, on ne peut pas se plaindre de l'extérieur si on ne règle pas ces problèmes-là. Cette histoire des 6 singes, là, il faut réfléchir sérieusement. Parce que si on voit des singes comme ça, on va tous rigoler. Eh ben lui, il a pris 5 bananes. Regarde, les 5 autres, ils ont une banane divisée en... Mais c'est un drame. Mais quand c'est les nôtres, oh, eux là, cette élite-là, ils sont puissants. Oh, on est content. Pendant que les autres bouffent de l'arachide ou bouffent du... Non, respectons-nous un minimum. Et c'est ce qui a entraîné que le Mali renverse quelqu'un comme Ibeka. C'est ce qui a entraîné que la Guinée, je suis aussi très proche du président Doumbouya, renverse Alpha Condé. C'est ce qui a entraîné que le Burkina Faso, et je passe le bonjour à mon frère Boris et au frère Roland Bayala et au frère Hervé Ouattara, c'est ce qui a fait que le Burkina Faso, avec la COPABF, qui est le mouvement le plus déterminé qui existe aujourd'hui au Burkina Faso, renverse avec l'aide des militaires donc Roch-Marc Kaboré, qui était un indécis. Et quand tu es indécis, quand tu cours plusieurs lièvres à la fois, bah, tu finis par être châtié par ceux que tu devais défendre initialement. On est des témoins privilégiés de toutes ces forces-là parce qu'on travaille sur le terrain avec eux. C'est pas du réseau social. On est sur le terrain concrètement. Et on a contribué, nos adversaires diront, à contaminer l'atmosphère pour préparer le terrain à cette situation-là actuelle. Alors, les situations sont différentes. Tu as posé une question tout à l'heure, très vraie. Le Mali, je pense que c'est l'exemple le plus réussi sur le terrain politique. On peut revenir sur le terrain économique. Mais sur le terrain politique, de la jonction des forces entre la société civile panafricaniste et des militaires patriotes. La Guinée, c'est un exemple encore différent. Le président Doumbouya, sur lequel les gens ont tout dit, parce qu'il est marié à une femme blanche, parce que légion étrangère, parce qu'il a été formé à l'école de guerre en France, etc. Le problème, c'est que au départ, les nôtres se méfiaient de rien, mais non, on finit par être dans l'autre caricature. Alors que souvent, la vérité se trouve dans la nuance et dans le juste milieu. J'ai été reçu en tout et pour tout 3 ou 4 reprises depuis novembre par le président de Guinée, d'accord, au palais, et je peux vous assurer qu'il est très différent de ce que les gens disent. C'est quelqu'un qui suit déjà notre combat depuis l'époque de la Tribuga, c'est-à-dire une époque où beaucoup de frères avaient peur de nous, ils nous suivaient déjà. C'est quelqu'un qui est touché humainement par notre combat panafricaniste, qui est porté son plus grand exemple, c'est Jerry Rawlings. C'est quelqu'un qui est maladivement attaché à la justice sociale et à la lutte contre l'inégalité des catégories sociales en tant que telles. Le problème, c'est qu'il est confronté à une population qui est très segmentée sur le terrain ethnique, profondément. On est sur une cocotte minute. Et que ce qui se fait au Mali, où il y a une adhésion massive de la population vis-à-vis du régime, c'est beaucoup plus difficile en Guinée parce que chaque ethnie voudrait avoir son responsable qui prenne le pouvoir à la place du président Doumbouya. Donc c'est différent. Le Faso, c'est encore un autre cas. Parce que le président actuel, militaire brillant, un idéologue, a observé tout ce qui s'est passé en termes de sanctions avec le Mali et la Guinée. Et il s'est dit, ce qui s'est passé pour les autres, ça ne va pas se passer pour lui. Donc il a employé un autre logiciel dans sa phraséologie et un autre chemin visant à essayer de rassurer, parce qu'il connaît aussi le fonctionnement de ces gens-là, de rassurer la CEDEAO et derrière la CEDEAO, ce qu'on appelle les partenaires internationaux, ce qui signifie l'Occident,
Et du coup, il est passé entre les gouttes pour l'instant des sanctions. Ça ne veut pas dire, c'est très important ce que je dis, parce qu'aujourd'hui, dès que la CEDEAO ne te sanctionne pas, ça veut dire que tu es un traître. Dès que non, on a besoin de complexité en politique, de nuances et de recul et de distance critique. Moi, je suis convaincu que M. Sandaogo Damiba, si je ne m'abuse, oui. au Faso, chaque fois je confonds Damika ou Damiba, c'est Damiba. Je suis convaincu qu'il est plus complexe que ce qu'on ne le croit, et que ce n'est pas un sell-out, comme on le dit très facilement, mais simplement il veut éviter tous les problèmes qu'ont rencontrés les pays à côté. Moi, je pense que j'aurais une autre ligne que ce qu'il a. Mais je ne vais pas, tout comme le colonel Doumbouya, je ne vais pas les jeter aux orties sous prétexte qu'ils ne sont pas sanctionnés. Il ne faut pas que la sanction soit gage de crédibilité. Oui, tout à fait. Ce qui compte, c'est la manière dont tu peux amener ton peuple à se structurer, à se consolider et à vivre dignement, à vivre avec dignité. Voilà. Donc, 3 situations compliquées. J'espère qu'elle ne va pas avoir d'écran pour moi, à force de filmer comme ça. 3 situations diverses et variées, mais je pense des objectifs communs qui sont protéger leur population et leur donner de la dignité. Oui, mais là maintenant, on a quand même le Mali qui est clairement en train de subir une pression économique énorme de toutes parts. Oui, la France, la CEDEAO, tous les partenaires quasiment sont en train de couper les ponts, avec pour but avoué d'asphyxier économiquement ce pays pour que la population se rebelle ouais. Et se retourne contre ceux qu'elle considère aujourd'hui être ses héros. Ouais. Est-ce que tu penses que cette stratégie va prospérer? Alors, il faut faire attention à la boule de cristal, mais on peut toujours être dans la prospective. Il y a une réalité qui est que jamais l'Occident ne pourrait nous diviser ainsi, pourrait nous asphyxier ainsi, s'il n'avait pas des relais à l'intérieur de nos pays. Et la CEDEAO aujourd'hui, ça me fait beaucoup, j'ai une pensée pour tous ceux qui, parce qu'ils ont vu Nana Akufo-Addo tenir tête un petit peu à Macron, sachant que Nana Akufo-Addo a vécu en France et donc connaît la mentalité française et donc n'aime pas trop qu'on lui dise quoi penser ou quoi faire. Mais les gens oublient que Nana Akufo-Addo, de 1, c'est le fils du pire ennemi de Kwame Nkrumah. Les gens ne connaissent pas l'histoire politique. S'ils la connaissaient, ils auraient déjà plus de recul. Nana Akufo-Addo a une politique profondément antisociale au Ghana. C'est un néolibéral, mais maladif, qui a une politique antisociale au Ghana. Mais comme il a parlé à Macron en disant, donc les noms, il est devenu un héros. On est les chevaliers du peu, quoi. C'est-à-dire que il suffit d'une petite phrase, oh, Nana Akufo-Addo. Et ça peut pas durer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit... Quelqu'un va dire tout n'importe quoi, quelqu'un va dire un truc. Mais Nana Akufo-Addo, il est en train de redresser le Ghana, il fait un travail formidable là-bas. Tu as déjà été au Ghana? Non. Non, mais ceux qui y ont été disent que... mais après peut-être qu'on ne fréquente pas tous ceux qui ont été, moi j'y ai été aussi. Mais bon, après, et peut-être qu'on ne fréquente pas les mêmes gens non plus. Moi j'aime toujours aller du côté des plus précarisés parce que le retour des plus précarisés, qui sont la majorité de nos populations, me permet d'avoir un regard plus lucide sur la gestion de l'État. Et ce que j'y ai vu me donne matière à réfléchir, très sincèrement. Mais je ferme la parenthèse. Il n'en demeure pas moins que si je dis que ce n'est pas un panafricain, je mens. C'est un panafricaniste. Le panafricanisme n'est pas circonscrit à la réalité des solidaristes, de ceux qui sont juste pour plus de justice sociale. Il y a des ultra-capitalistes qui sont dans une sorte de panafricanisme aussi, même si le panafricanisme et le capitalisme sont en réalité 2 idéologies, à mon sens, qui sont profondément antinomiques sur un certain nombre de points. On aura l'occasion un jour d'y revenir. Mais moi, tu es mon frère. Le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité. Donc, même si on a des désaccords sur certains points, on a besoin de tous. Et moi, je suis premier à reconnaître que des gens comme toi, je pense que tu apportes beaucoup à notre population. Et c'est pas parce qu'on peut ne pas être d'accord sur tout que cela signifie qu'on doit être dans des querelles puériles qui n'ont, moi, j'ai pas le temps. J'ai 40 ans. Le niveau que j'ai aujourd'hui me pousse à prendre mon travail très au sérieux et d'encourager les nôtres. Pas d'être dans... Tu comprends ce que je veux dire, voilà. Pour moi, c'est ça le plus important. On a besoin de tous et de toutes pour avancer, tant qu'on se respecte entre nous, voilà. Parce que tout le monde ne se respecte pas dans notre communauté aussi. Tu es bien placé pour le savoir. Je suis d'accord, voilà. Du coup, pour terminer avec ça, l'asphyxie, alors, est-ce que tu penses que... voilà, excuse-moi, voilà, oui, on a développé... Je veux t'entendre là-dessus, oui, l'asphyxie. Non, l'asphyxie, bon, les gens... Le problème, c'est là, aujourd'hui, toi qui vas souvent... est-ce que ça se fait ressentir? Le Mali, non, pour l'instant, non. Mais il faut commencer pour savoir pourquoi. Pour l'instant, non, parce que quand une population n'a déjà presque rien, non, mais c'est la vérité. Quand on appauvrit à l'extrême un pays, les sanctions, l'appauvrissement, il va grandir, mais celui qui a rien ne va pas être 10 000 fois plus blessé parce qu'il a encore plus que rien. Il a déjà rien. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais.
Ils ont fait ça au mauvais peuple, qui est un peuple qui est très borné politiquement, qui est très borné sur sa vision du monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu une fuite de l'audio de Ouattara avec un autre politicien où il se moquait de la situation économique du Mali. Moi, je connais très bien les autorités maliennes. Celui qui est quelque part aujourd'hui l'idéologue du gouvernement, qui est le ministre de la Défense, qu'on a rencontré à plusieurs reprises, qu'on a rencontré, Sadio Camara. Vous ne connaissez pas toutes les alliances du Mali. De Mali, il y a la Russie, sur le terrain militaire, certes, mais il y a d'autres terrains, il y a d'autres nations. Vous oubliez beaucoup la Chine. Vous oubliez beaucoup la Chine. Vous oubliez beaucoup d'autres pays. Est-ce que cela va tenir? Est-ce que la cartographie politique qu'ils sont en train d'installer va aller dans le sens de la solidité et d'être capable, parce que je vois que l'opposition est en train de s'organiser pour dire que d'ici quelques jours, ils ne vont plus reconnaître le régime. On en revient à cette même logique. C'est ce qu'ils ont fait à Cuba, contre Castro. Quand tu vois tous les Cubains qui sont à Miami, pour ceux qui y vont, ils sont toujours choqués de voir des Cubains à Miami. Les Cubains que tu vois là, ce sont ceux qui ont quitté quand il y a eu l'asphyxie. C'est ceux qui n'ont pas eu l'idéologie, qui se sont dit « Ah, on n'arrive plus à manger, on n'arrive plus à ceci. » Excusez-moi la vulgarité, il y a des heures, mais fuck Castro, je ne sais trop quoi, et compagnie. Venezuela, la même chose. Ils ont tout fait pour créer une inflation, une déstabilisation économique, de telle sorte que la population se révolte contre son propre dirigeant. C'est l'histoire des révolutions. Le capitalisme, sa seule façon de faire, c'est de se servir du système monétaire et du système financier pour déstabiliser ses adversaires politiques. Ils l'ont fait avec Sékou Touré en Guinée. Pareil. Et ce qu'ils font au Mali, celui qui étudie l'histoire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nègre rebelle ou un opprimé rebelle qui se lève, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de retourner sa population contre lui. Et c'est là où l'éducation politique est une chose, et c'est là où la compréhension géopolitique en est une autre. Moi, j'ai mes canaux aujourd'hui qui me permettent de parler avec différentes autorités africaines. Je leur dis ce que je sais. Je leur parle d'alliance. Là, on voyage avec l'ONG, je ne vais pas dire faut pas dire ça à face caméra, mais on va voyager dans 2 pays dans les temps à venir, suffisamment influents. Mon rôle, moi, c'est de faire de la métapolitique et d'essayer toujours de tracer des ponts, de tisser des liens entre diverses entités qui peuvent ne pas être encore connectées. Et chacun va faire sa part pour que ça puisse tenir. Si ça ne tient pas, ça ne sera pas la France qui aura été trop forte. C'est nous autres Africains collectivement qui n'auront pas été assez forts et assez solides, et on en tirera les conclusions. Mais moi, je pense que l'erreur qu'on a très souvent, c'est de penser que le monde se résume à notre lien avec l'Occident. Toi qui voyages, je pense, comme moi, aux 4 coins du monde, tu sais que l'Occident n'est qu'une parcelle du monde, minoritaire. Et qu'il y a beaucoup d'autres choses dans le monde qui sont tout aussi... Quand je dis tout aussi puissantes, alors aujourd'hui, si tu fonctionnes que par le PIB, le produit intérieur brut, etc., tu peux voir les choses d'une façon qui sont très arbitraires d'ailleurs. Mais la puissance d'un État ne se résume pas à cela. J'entendais Ouattara dire la Russie n'est que la 11e puissance mondiale. D'accord. D'ailleurs, sachant que la Russie, je suis loin d'être le gars qui dit les Russes. Moi, je ne crois pas que les Russes sont les messies. Je le dis face caméra. Je pense que les seuls messies des Africains, c'est les Africains eux-mêmes. Maintenant, la géopolitique, c'est d'être capable d'avoir des alliés qui peuvent déranger ton adversaire à telle période et d'être capable de limiter ça dans le temps. La Russie est la 11e puissance mondiale. Pourquoi Poutine dérange autant l'Occident alors? Si lui qui serait si pauvre, c'est lui qui a réussi à faire perdre Hillary Clinton aux élections. C'est eux qui ont réussi à faire... je connais même, si je veux rentrer un peu loin dans le détail, je connais même celui qui a fait personnellement celui qui a fait pirater les élections aux États-Unis pour que Hillary Clinton perde et que Donald Trump gagne. Je te parle concrètement. Donc, en tout cas, je l'ai connu. Il ne faut pas qu'on sous-estime les gens. Il faut qu'on arrête de sortir du narratif que l'Occident veut nous présenter où on nous fait croire que c'est lui le tout-puissant. Limite, on a l'impression qu'ils sont plus puissants que Dieu. Non, il y a d'autres pôles civilisationnels qui sont puissants et nous, on a tout intérêt à se concentrer sur d'autres portes de sortie que l'Occident. Parce qu'on a vu là où l'Occident nous a menés et je pense qu'il faut qu'on soit capable d'aller vers d'autres voies, tout en se recentrant parallèlement sur nous-mêmes. D'accord. En géopolitique, tu ne peux pas exister que par toi-même parce que tu parles de partenaires, ainsi de suite. Mais tu as toujours besoin un peu de quelqu'un qui assure ta protection. L'autarcie est le contraire de la géopolitique. Qui dit géopolitique dit politique globale. Petite aparté, le Bénin. Le Bénin, c'est un pays quand même qui a défrayé la chronique il y a déjà quelques années avec l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon, qu'on a perçu un peu comme un sauveur finalement. La diaspora tout entière était derrière Talon parce qu'il fallait que le précédent président Yahi Boni dégage, pour utiliser l'expression basique. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la même diaspora qui hier a porté Talon au pouvoir
est en train de le honnir parce que Talon s'est accaparé tous les pouvoirs, il a muselé l'opposition. Et pourtant, parallèlement, on a quand même le sentiment que économiquement, Talon est en train de faire du bon travail, qu'il est en train de redresser le pays. Toi qui es à l'intérieur, donc, qui vis la réalité du Bénin, quelle est ton analyse et ton retour sur la présidence de M. Talon? Moi, je parlais sur 2 points, sur le terrain politique et sur le terrain économique. Oui. Sur le terrain politique, cet homme a été élu parce que la population béninoise en avait profondément marre de la malgouvernance, de la corruption, des détournements, de l'accaparement des richesses de certains, etc., de l'anarchie qui existait. Et donc Patrice Talon a été porté. Certaines mauvaises voix disent que celui qui devait même gagner, c'était Sébastien Djavon, mais ils estimaient qu'il n'avait pas forcément la culture politique d'un Patrice Talon qui irrigue la vie politique en arrière-salle depuis des années, bien longtemps avant qu'il soit élu. Certains disaient qu'on était déjà en taloncratie, puisqu'il finançait les partis, les pouvoirs, l'opposition, il finançait tout le monde. Donc il connaissait bien, il avait déjà le monde politique dans sa main. Dans sa main. Mais il y a un danger quand on fait de la politique et quand on met un affairiste, un opérateur économique au poste de président. C'est que celui-là qui est déjà l'homme le plus riche du pays, vous lui donnez maintenant les moyens coercitifs, les moyens politiques, les moyens institutionnels illimités. Donc il y a le pouvoir économique qui est le plus grand déjà, plus les moyens coercitifs. Et qu'est-ce qu'a fait Talon à peine arrivé? Il a commencé sa vendetta. C'est-à-dire que là où il était censé nettoyer le pays, il est parti dans une destruction. Il ne faut pas oublier que le Bénin, c'est le pays quand même de la grande conférence sur la démocratie, d'accord, du multipartisme, où on a autorisé, et ça a inspiré après tous les autres pays, différents partis à naître, et pas simplement le parti unique comme on le voyait auparavant. Talon a détruit ça, il a détruit l'opposition. Les seuls partis politiques autorisés sont des partis politiques que lui-même finance, c'est quelque chose qu'on doit dire. Talon a mis dans une sorte de népotisme maladif sa société des privilèges, sa caste, son oligarchie béninoise, qui a tout, qui est une minorité pendant que la majorité de la population, je te le dis, n'a strictement rien aux affaires. Il s'est accaparé, je prends l'exemple d'une structure qui s'appelle Bénin Control, où une grande partie de l'argent du Bénin, en réalité, passe sur le terrain commercial. Il s'est accaparé justement cette ressource-là. C'est-à-dire que ce qu'on reprochait à l'opposition, Talon l'a fait en 10 fois pire. Ça, c'est le premier point. Le problème, c'est que des gens comme Talon connaissent aussi les codes de la communauté internationale, ce qu'il faut pour montrer patte blanche, pour montrer qu'économiquement il y a un redressement, etc. Mais le développement économique ne se mesure pas de 1 au PIB, sachant que le PIB objectivement laisse à désirer, même s'il est sans doute mieux qu'il était auparavant, certes, mais de 2, il faut aussi honnêtement observer la politique antisociale qui est faite sur la population. Pour les projets pharaoniques qui sont les leurs, au-delà des routes qui sont construites, parce que le problème c'est que les gens maintenant mesurent le développement d'un pays juste à la construction de routes ou la construction de buildings, d'infrastructures. Si tu as des routes, mais si la plupart de la population n'a même pas de quoi rouler sur ces routes, en tant que telle, la majorité de la population est à moto pendant que l'hyperclasse est dans les grands gamos, dans les grandes voitures et tout ce qui s'ensuit, c'est pas comme ça que tu vas régler quoi que ce soit. Aujourd'hui, je prends sur les allées, je prends des exemples concrets pour qu'on puisse parler à un niveau micro, et après on pourra aller peut-être sur le niveau macro. Patrice Talon a détruit tous les petits cabanons, tous les habitats, tous les commerces des prolétaires qui étaient au bord de la route, des gens qui vivaient de ces petites économies, et pour le coup pas à long terme, c'est des gens qui sont dans l'économie réelle. Ils produisent aujourd'hui, ils vendent aujourd'hui. Si tu as leur petit commerce qui est cassé, ils ne savent pas quoi vendre, ils ne savent pas comment vivre demain et comment nourrir leur famille. Talon a cassé ça dans cette politique antisociale pour justement ces grandes constructions, pour, entre guillemets, que l'élite puisse avoir des bonnes infrastructures et que quand les étrangers viennent, ils se disent « Ah, le Bénin est développé ». Non, le Bénin n'est pas développé pour la population. Le développement humain est en chute vertigineuse. Mais le développement pour cette hyperclasse qui n'a jamais vécu aussi bien qu'elle vit aujourd'hui, en effet, il est réel. Sauf que cette hyperclasse, c'est 1%, voire 2% de la population, et que la majorité de la population n'a jamais été aussi paupérisée qu'aujourd'hui. Et il le sait tellement que lorsqu'il a été élu de manière très objectivement alambiquée, puisqu'il n'y avait pas d'opposition. Donc, quand tu fais une élection mais que tu es seul à te présenter, frère, c'est comme si tu montes sur un ring de boxe, tu es le seul à avoir des gants, mais tu te bats contre le vent, après tu te dis champion. À un moment donné, soyons sérieux par rapport aux combats truqués. La dernière fois que je voyais ça, c'était dans les combats de catch quand on était petit, WWF, où on sautait, tout était truqué, on le savait, mais au moins on le savait. Là, il fait croire qu'il n'y a pas de trucage alors que le monde entier le voit. Il incarcère l'opposition, il fait des mandats d'arrêt, il colle des affaires sur les gens, ou alors il essaye de faire sauter... Le machiavélisme politique de cet homme-là dépasse l'entendement. Et je termine en vous disant que
Patrice Talon, donc, lors de son deuxième mandat, il a dit que je fais la promesse cette fois-ci d'être beaucoup plus dans le social, parce qu'il sait qu'il a détruit socialement la majeure partie de la population par ses programmes qui n'avaient aucun, je dis bien aucun intérêt vis-à-vis du terrain de la justice sociale. Sa logique, c'était juste de présenter une vitrine au monde extérieur d'un Bénin qui est plus structuré. C'est vrai qu'il y a plus de, reconnaissons-le, il y a plus de routes, il y a un peu plus d'infrastructures, mais... La corruption, il la combat, on dirait aussi. Il est le symbole de cette corruption, Patrice Talon. Il est le symbole de cette corruption. Il la combat vis-à-vis de l'opposition, où il y a aujourd'hui une commission qui... la criette, tout le monde a peur dès qu'on entend ce nom, on a l'impression que c'est Al-Qaïda ou Daesh chez nous. C'était censé être une commission qui lutte contre le terrorisme, alors qu'en réalité c'est une commission de répression. Si Talon a quelqu'un dans le collimateur, bim, cette commission-là sert à réprimer ces gens-là. Et Talon, sa vie, c'est sa caste, sa classe oligarchique, cette hyper-classe qui a tous les privilèges, les mettre en position de force, le reste, ce n'est pas son problème. Et je dis qu'on ne peut pas développer un pays si on veut développer des murs, mais si on ne développe pas la population. Le développement humain devrait être pris beaucoup plus en considération quand on veut développer une nation. Et le développement humain, ça passe par être dans la logique et dans la capacité de pousser ces derniers à être dans la dynamique de la production, de les encourager dans leur processus justement de création. Le Béninois n'est pas quelqu'un qui mendie de l'emploi, c'est quelqu'un qui construit de l'emploi. Il va avoir un petit cabanon, là où tu vas croire que c'est un tas de tuiles, il va te construire quelque chose, parce que nous sommes créatifs, parce que nous avons cette richesse de vision. Mais même ces petits cabanons, cette hyper-classe financière détruit cela parce qu'elle n'a que le mépris pour les pauvres. Mais le problème, c'est que les pauvres sont la quasi-totalité de la population au Bénin. Il faut réfléchir à cela. Donc Talon, pour moi, est un adversaire profond. C'est quelqu'un que je combats et je termine juste par là, parce que tu m'as lancé sur le Bénin. Oui, je vais te poser une question en dessus. C'est un adversaire profond du combat panafricaniste. Parce que le panafricanisme, c'est l'unité des Africains, dans leurs diverses formes d'africanité. Mais si la majorité des Africains sont pauvres, le but, c'est de faire en sorte que cette unité ne défavorise pas la majorité de la population qui n'a rien. Il faut qu'on soit capable d'être dans un nivellement vers le haut. Et Talon ne veut pas ça, parce que ses privilèges, c'est ce qui l'intéresse. Même à l'échelle de la sous-région, il a court-circuité tous les autres opérateurs économiques. C'est pour ça que même les autres pays, à part Ouattara, qui est un de ses meilleurs amis, ça veut dire aussi beaucoup de choses, il a court-circuité beaucoup d'autres opérateurs économiques. Dangote, il avait eu des soucis avec Dangote. Oui. Tout à fait. Il a aussi des problèmes avec le propriétaire des BOMAF, d'accord tout ce qu'il peut court-circuiter pour avoir le monopole sur les marchés, pour lui et sa caste prédatrice, sa famille, ses potes, ses amis d'enfance, etc., il le fait. Je dis que c'est un problème. Et ça, c'est quelque chose qu'on devra combattre profondément si on veut que le Bénin nouveau puisse arriver. Et il y a quelques années, on avait lancé le processus du PPB, du Parti politique panafricaniste béninois. Justement, je voulais parler de ça avec toi. Je te réponds très simplement. Moi, j'ai un problème, c'est que je n'aime pas jouer à un jeu qui est truqué. Il faut des sommes astronomiques. Par la grâce de Dieu, on n'est pas riche, parce que j'ai un problème avec l'accumulation de biens excessive, surtout quand je vis dans des pays comme ceux-là, mais je m'arrange toujours pour ne jamais manquer de rien. Très important. Mais je n'aime pas qu'on dépense l'argent n'importe comment, je préfère aider ceux qui n'ont complètement rien, plutôt que lancer de l'argent dans quelque chose qui est une peine perdue. Pour monter un parti politique au Bénin, il faut savoir aussi, c'est des coûts. Pour rentrer dans les élections, c'est des coûts astronomiques. Quand j'ai vu qu'il était en train d'interdire tous les partis d'opposition de concourir aux élections. Nous, très clairement, on a parlé avec certaines autorités, il faut savoir que celui qui est responsable de vous donner le récépissé qui vous autorise à vous présenter à quelconque élection, etc., qui vous donne la reconnaissance administrative, c'est celui qui m'avait menacé, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Sakalafia, qui m'avait menacé dans son bureau ministériel, après mon expulsion de Côte d'Ivoire, en disant « Si vous continuez à déranger nos partenaires économiques », il parlait d'Alassane Ouattara, nous allons circonscrire la réalité. C'était quoi? Le périmètre de vos libertés individuelles. En gros, on va vous empêcher de circuler comme vous voulez. Et c'est ce qui a commencé quelques temps après dans les différents pays où ils ont agi en accord avec le Mali, IBK, avec la Guinée, avec la Côte d'Ivoire, etc., etc. Le Sénégal même. Et le Sénégal, etc. Et donc, quand j'ai vu à quel point le jeu était truqué, j'ai dit non. Tant que c'est dans cette situation-là, on stoppe le processus institutionnel par rapport aux partis politiques. Et on continue de mener le combat politique, de manière méta, et arrivera un moment où on reviendra de manière institutionnelle quand ça devra être l'heure. Mais on va le faire, le moment venu. Je ne suis pas pressé, pour l'instant le combat qu'on prend à l'échelle globale me donne une liberté de ton, une liberté d'action et un impact quand même sur certains pays qui est non négligeable. Mais le Bénin, je l'ai dans le collimateur, le président Patrice Talon, qu'il sache qu'il est mon adversaire politique, un ennemi politique, c'est quelqu'un que je combats de tous
toute mon âme, lui et sa caste. Et pourquoi tu es en liberté au Bénin? Pourquoi tu n'es pas dans une géole quelque part? Tu penses que je suis interdit dans... Alors, comprends une chose. Je suis l'homme politique probablement, si on peut se considérer comme homme politique, je suis le politicien, en tout cas la personnalité politique la plus populaire du Bénin. Je ne pense pas qu'ils auront des gens qui ont le 10e de l'audience que j'ai aujourd'hui. Entends bien ce que je dis. À l'échelle internationale, à l'échelle intérieure, bon, c'est une politique un peu très fermée, très limitée, donc c'est pas forcément la chose la plus compliquée. Ma voix porte partout. Un des responsables des services de renseignement qui un jour du Bénin m'a approché, m'a dit, je lui ai dit, je sais que vous me surveillez beaucoup. Il dit, oui, mais on est obligé de te surveiller. Tu es plus suivi aujourd'hui que la plupart des présidents d'Afrique francophone. Ça, ce sont ses propos. C'était un des cadres justement des services de renseignement béninois. Patrice Talon, c'est quelqu'un qui a une spécificité, c'est qu'il veut être bien vu à l'extérieur. Il essaye, c'est pour ça qu'il se présente comme un président moderniste, même si c'est un persécuteur à l'intérieur. Il est très alerte du fait que le panafricanisme, dont il n'en a rien à foutre, excusez-moi la vulgarité au départ, est le courant qui est en train de devenir le plus populaire en Afrique francophone. Et il sait qu'il a dans son pays un gamin, pour lui, pour d'autres je suis un vieux, mais un gamin de 40 ans, en politique c'est très jeune, qui est peut-être la voix la plus populaire de ce courant panafricaniste. Il ne peut pas me réprimer comme il le fait avec les autres, mais il peut essayer de détruire mon entourage. Il peut essayer de court-circuiter mon entourage. Il peut essayer de monter des gens de mon entourage contre moi. Il peut essayer de faire des tas de choses. Je ne te raconterai pas des trucs, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Il peut essayer d'asphyxier mes activités hors politique. Tu comprends? Je suis interdit de passer dans tous les médias de mon pays. Ça, c'est quand même assez intéressant. Pourtant, je passe dans tous les médias d'Afrique. Et je passe dans les médias en Russie, je passe dans les médias à Cuba, je passe dans les médias en Amérique du Sud, je passe dans les médias au Moyen-Orient. Mais dans mon petit pays, le Bénin, je suis interdit de passer. Je suis obligé d'avoir mes propres studios pour parler. Donc dire qu'il ne fait rien contre moi, non. Mais Patrice Talon est très conscient de l'influence que j'ai en Afrique francophone. Et c'est quelqu'un qui prend ça va être quoi la suite alors, maintenant que l'opposition est... finalement, j'ai envie de dire... Il y a beaucoup de choses que tu devines dans la question que tu poses. Et on ne va pas tout dire. Très bien. Afrique centrale, je vais te relancer dessus et puis on va clôturer. Tu as été récemment au Cameroun, tu as d'ailleurs reçu un prix. Oui. Mais quand on observe l'Afrique centrale, on a beaucoup parlé tout à l'heure de l'Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Mali, Guinée, Burkina, Niger, ainsi de suite. On n'a même pas beaucoup parlé du Niger, mais Niger et Burkina, enfin Guinée, tout ça c'est en Afrique de l'Ouest. Même le débat sur l'éco français, divisé, tout ça se passe en Afrique de l'Ouest. Parce qu'on s'est plus mobilisé en Afrique de l'Ouest, en toute sincérité. Et on s'est plus mobilisé en Afrique de l'Ouest parce que quand on a le passeport d'Afrique de l'Ouest, on peut circuler sans prévenir les gens. On n'a pas besoin de visa. Quand tu demandes un visa, tu préviens l'État où tu vas. Tu comprends? Ouais. Donc la liberté de circulation était beaucoup plus fluide pour nous permettre de faire nos activités, nos mobilisations sans prévenir les dirigeants que l'on combat. Ensuite, pour l'Afrique centrale... Pourquoi ça ne mord pas en Afrique centrale? La jeunesse a pourtant la même C'est pas problème. que ça ne mord pas. J'étais au Cameroun dans les rues, j'ai vu quand même qu'il y a beaucoup de gens qui étaient alertes de ce qu'on faisait. Beaucoup de gens. J'étais à Douala, je ne vais pas commencer à trop raconter ma vie sur ces jours, mais il y a beaucoup de gens qui sont alertes sur ce qu'on fait. Maintenant, il y a une réalité, c'est que les moyens de répression, la démarche dictatoriale de nos présidents en Afrique centrale, elle n'a rien à voir avec l'Afrique de l'Ouest. Le millième de ce que tu dis en Afrique de l'Ouest, tu ne peux pas dire ça en Afrique centrale, reconnaissons-le. La dictature viscérale, violente, hystérisée en Afrique centrale, ça n'a rien à voir avec l'Afrique de l'Ouest. Je remercie le Tout-Puissant d'être né hors de ces histoires de tribalisme, parce que ça me permet de voir des ponts à tisser pendant que les autres veulent ne voir que des divisions. Et c'est quoi l'espoir pour l'Afrique centrale alors? Pour moi, l'espoir pour l'Afrique centrale, on en revient toujours à la notion de panafricanisme. Il faut qu'on réussisse à diffuser dans toutes les ethnies ce sentiment trans-tribal, en leur faisant comprendre que c'est pas parce que tu es Bamileke que tu vas penser pour ton ethnie, que c'est pas parce que tu es Ewondo que tu dois penser pour ton ethnie. Il faut penser pour le pays, pour le peuple dans sa globalité. Il y a eu une période où il y avait ça. Pendant la période d'indépendance, que tu sois Bamileke, que tu sois Etone, que tu sois ceci, que tu sois cela, tu te battais pour ton peuple. Et c'est quelque chose que le colon et que nos élites corrompues ont su détruire. Parce que pour maintenir leur pouvoir, il faut maintenir les tensions tribales. Il faut dire qu'un tel est de telle ethnie, attention, si c'est eux qui ont le pouvoir, c'est mort. Il faut tuer ça. Parce que nous, là, on est là avec nos ethnies, mais à l'extérieur, on est tous des nègres pour le monde entier. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Le mot de la fin qui est mis sur tous ces jeunes leaders politiques qui se lèvent maintenant en Afrique pour essayer de conquérir le pouvoir par les urnes, je pense à Succès Masra au Tchad, je pense à Ousmane Sonko au Sénégal. Qu'est-ce que tu penses de cette démarche-là? Succès Masra, je maîtrise, enfin je connais.
la démarche politique, mais Tu attends de voir. Ouais, j'attends beaucoup de voir. Pour l'instant, il faut faire ses preuves. La politique, c'est pas tu te lèves et tu parles. Tu vois, je suis nuancé. Ousmane Sonko, que je connais beaucoup mieux, on a eu l'occasion de débattre à l'époque quand j'étais chroniqueur politique au Sénégal, et dont des membres de son staff sont nos sympathisants aussi. Je prends beaucoup plus au sérieux Ousmane Sonko que Succès Masra. Ousmane Sonko est en train d'enchaîner quand même certaines victoires symboliques. Pareil, encore une fois, il y a le discours tant que tu n'es pas arrivé au pouvoir suprême, on verra quand il va arriver. Mais tu lui prédis une arrivée à la prochaine élection au Sénégal? J'aimerais qu'il gagne. Le boulevard semble être... J'aimerais profondément qu'il gagne, mais la politique au Sénégal m'a rappelé que rien n'est jamais tracé et qu'au dernier moment, Macky Sall peut sortir de son chapeau, comme ça s'est fait au Congo. Un troisième mandat? Non, je pense pas. Je pense qu'il peut sortir un candidat modéré. Un poulain, oui. Qui peut même être à la base un ennemi, qu'il va mettre en face de Sonko. Et comme le Sénégal est un pays, c'est la jeunesse qui est très engagée. Vous comprenez? Qui est radicale. Mais la majorité du pays est très conservatrice. Il faut analyser les choses aussi sous cet angle. Et on peut avoir une très grande surprise et avoir, comme ça s'est passé en RDC, parce que les gens oublient qu'en RDC, Tshisekedi, qui est un ancien pote à la base, je ne rentre pas dans les détails, c'est quelqu'un qui venait manger chez moi à l'époque. Félix, à la base, il ne devait même pas se présenter, ça devait être son père qui devait... Bon, paix à son âme, son père est mort. Il a été placé à la tête du parti, très bien. Il ne devait pas gagner. Kabila, il a été conseillé par des gens que je connais très bien. Kabila travaillait notamment avec les Russes. Il lui a été conseillé de prendre un successeur, parce que dans nos pays, c'est pas les élections. Toi, tu crois que tu votes, tes votes, ils comptent pas, frère. C'est ce qu'ils décident entre eux qui compte. Et il lui a été conseillé de prendre un successeur qui ne lui fera pas payer tout le pillage qu'il a effectué. Parce que s'il prenait le plus engagé contre lui, il allait se retrouver à la CPI, à la haie. Et donc il a pris objectivement le moins capable, le moins vindicatif, le moins virulent. Quand je dis le moins capable, que Félix ne le prenne pas mal, c'est quelqu'un qui était le moins outillé politiquement. Il faut qu'on le reconnaisse. D'accord? Le moins méchant. Parce que Félix est quelqu'un de profondément gentil, je le pense vraiment. C'est pas quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un qui aime son peuple, qui aime... C'est pas... Comme tu le vois là, c'est comme ça qu'il est. C'est un gars gentil. Qui est arrivé maintenant à la tête d'un des pays les plus riches. Et il l'a placé là. Et c'est ce qui risque. J'espère que ça ne se passera pas. Mais je crains que ça soit ce qui se passe au Sénégal. On verra. Mais j'espère pour Ousmane Sonko qu'il gagnera. Humainement, c'est pas un gars qui me transporte pour diverses raisons. Quand on a été persécuté au Sénégal à plusieurs reprises, il n'a jamais levé le petit doigt, tout en s'inscrivant pourtant dans notre ligne idéologique, parce que quand on parlait de panafricanisme à l'époque, il n'était pas chaud. Aujourd'hui, il est rentré à fond dedans. Mais moi, je veux qu'il gagne. Parce que je sais dépasser les sentiments personnels pour l'intérêt général. Je veux qu'il gagne. Peut-être comme ça, je pourrais retourner au Sénégal. C'est un pays, ça m'a brisé un degré que tu n'imagines pas. Quand tu établis ta vie pendant des tas d'années et qu'on t'expulse, qu'on t'arrête, puis qu'on t'expulse, même si la justice te donne raison, parce qu'au final, la justice a compris que c'était un acte symbolique que j'avais effectué, qui était un acte à grande portée politique, on m'a acquitté. Ça, on ne le dit pas assez. Mais Macky Sall, voyant que je commençais à être trop écouté au Sénégal, il a dit expulsion, menace grave, c'est une menace grave pour l'ordre public. Mes enfants ont grandi là. Mes enfants parlent Wolof très bien. Ils étaient épanouis. J'ai brisé à différents degrés ma famille à l'époque dans ce genre de situation. Les gens voient beaucoup la lumière, mais ils ne savent pas les étapes par lesquelles vous passez dans ce combat. Donc, je termine par là parce que j'ai mon staff qui essaye de me mettre la près. mais comment le meeting, j'arrive au meeting juste, mais je souhaite qu'Ousmane Sonko gagne, bien sûr. J'espère qu'il gagne. Sénégal, c'est une terre que j'aime profondément. Et j'aimerais qu'elle soit dirigée par un responsable qui est mieux que Macky Sall, qui représente pour moi, avec Alassane Dramane Ouattara, le pire de ce qui se fait en Afrique. Et Sassou Nguesso, évidemment, et d'autres. Et je termine donc par le meeting. Déjà, mon frère, je te remercie Philippe pour cet entretien. Et cet entretien familial doit être aussi une synthèse pour tous les Africains. Le but n'est pas d'être d'accord sur tout, mais de se retrouver sur l'essentiel. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'avancera jamais. Et moi, je veux que chacun dans son domaine soit le meilleur possible.
Tu peux ne pas être d'accord avec telle méthode ou telle méthode ou telle méthode de l'un ou de l'autre, ou de l'une ou de l'autre. Mais moi, je veux voir des Africains qui brillent. Pas qui brillent juste par la question de l'argent, parce que ça, je trouve que c'est très éphémère. Mais qui brillent parce qu'ils laissent leur empreinte dans un domaine qui va permettre le dépassement de la population. Et donc moi, si des gens comme toi marchent dans ce qu'ils font, quand des sœurs comme celles qui sont ici marchent dans ce qu'elles font, quand nous on marche dans ce qu'on fait, je suis heureux. Et j'ai besoin que ce soit quelque chose qui se multiplie le plus possible. Parce que ce qui manque à notre peuple, c'est l'amour entre nous. C'est pas les autres qui sont mauvais, c'est nous autres qui ne nous aimons pas entre nous. Je le pense vraiment. Donc meeting le 19 février à Fleury-Mérogis, pas loin de la prison où j'étais. Comment on fait pour réserver du coup? Alors je crois, comme c'est pas moi qui me suis occupé de ça, mais je crois que c'est 8 events, d'accord. La place est à 15 euros. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Exactement, Moustapha va te l'envoyer et vous êtes attendus. Ceux qui comprennent la nécessité de l'organisation communautaire, soyez là, on vous aime et on vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci. Donc rendez-vous à 13h. Rendez-vous à 13h et il y aura des stands pour ceux qui veulent exposer leurs produits parce qu'il faut encourager aussi les commerçants. Ils n'ont pas beaucoup d'espace d'exposition. Et pour réserver aussi pour un stand, il faut appeler le staff, contacter le staff. Et moi, je serai là, je parlerai, je pense, vers 14h, quelque chose comme ça, ou un peu plus tard. Sachez, en tout cas, que ça sera une réunion familiale. Et après, je vais partir aux quatre coins du monde pour les autres missions de l'ONG. Voilà. Merci beaucoup, Kémy. Merci. Je pense qu'on aura besoin d'une deuxième partie parce que j'ai beaucoup de questions. Pas y assez. J'ai beaucoup de questions.